Je me suis complètement trompé dans l'intro. Oui, l'équipe. J'espère que vous allez bien. Putain, parce qu'en fait, j'avais oublié de raccorder comment ça s'appelle, le disque dur externe sur lequel j'enregistre. Donc j'enregistre en externe pour pouvoir être certain de pas me retrouver avec des données corrompues qui se mélangeraient avec ce qu'il y a dans l'ordi ou quoi, on sait jamais. C'est pour ça que l'ordi, normalement, je ne l'utilise pas du tout pour travailler à la boutique. Là, c'est moins le cas en ce moment, parce que je suis obligé, parce que vous avez vu qu'il y a eu une belle mise à jour sur le site. On est très content avec Jimmy de vous proposer. Je crois qu'il y a eu pour l'instant plus de 300 cartes qui ont été rajoutées dans le site, quasiment 110, 130 cartes au niveau du catch, 180 cartes au niveau de One Piece, je crois. Donc on est très proche des 300, très heureux. On va continuer comme ça avec One Piece et avec le catch. Il va y avoir aussi des choses qui vont se passer, je l'espère, avec Pokémon. On va essayer de générer du flux de plus en plus. Et si tout se passe bien, parce que ça va bien se passer, j'en suis persuadé, on va avoir aussi très probablement des box qui vont s'ajouter par-ci par-là. On a beaucoup de choses à vous proposer. Et ça, j'en suis très heureux et j'en suis super fier aussi parce que vous savez que c'est un challenge et un défi qui n'est pas forcément gagné d'avance avec Jimmy, avec tout ce qu'on essaie de proposer dans la rue, la moins commerçante de France. Avec le local qu'on a et tout, on arrive, je pense, à faire des petits miracles. Je suis très très heureux de ça. Mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est donc le retour de alors tout ce que j'ai vu et ou pas vu du MCU parce que à la fin de l'année, il y a Doomsday, Avengers Doomsday. Je suis très content, je me languis, j'ai envie de voir ça. Voilà, j'ai envie. J'avais pas envie au départ, ça m'intéressait pas du tout. Quand j'étais plus jeune, je lisais tout ça et je sais pas, ça m'intriguait. Et donc, vous le savez, vous avez vu la série de vidéos qui est sortie là sur YouTube récemment. Là, c'est pour moi, c'est performance de fou. Hein. C'est-à-dire que hier, j'ai enregistré un truc qui sortira le 13 ou le 14 septembre. C'est un room tour des cartes gradées. Je pense que ça devrait sortir 13 ou 14 septembre. 14 ou 15 plutôt même. Ça dure 1 heure en plus, donc je vous fais vraiment le tour de tout ce qu'il y a, tout ce que je vais vous proposer sur le Volt et compagnie. Donc objectivement, c'est déjà parti. Et, et en fait, donc voilà, donc ça ça sera la vidéo annexe, mais sinon tout le reste c'est vraiment pour parler film, série qui se situe sur Disney Plus par rapport au MCU. Je serais objectivement plus team DC parce qu'il y a Batman, mais après le truc qu'il y a c'est que j'ai toujours suivi Spider-Man de toujours en fait, euh, toujours. Pendant même un long moment, c'était le super-héros que mon super-héros favori, celui que je suivais tout le temps en fait. Je lisais pas tout, mais je lisais tout ce que je pouvais en fait. Je le lisais, ça me plaisait énormément. Bercé et nourri par la série animée de 93-94 qui passait sur TF1 à l'époque et on avait même le droit aux jouets et tout qui était vraiment incroyable. On avait des bonhommes là, des petites figurines, puis ils appellent ça maintenant des figurines. Pas des figues, hein, c'était vraiment des jouets quoi, qui étaient d'une qualité de fou. Et j'adorais ça, j'en avais pas mal, et quand on a déménagé avec ma mère à l'époque, oh oui, ils sont passés ces trucs, dommage. Et du coup, donc sous l'impulsion, bah, là voilà, j'y reviens immédiatement, sous l'impulsion de Brand New Day, je me suis pas remis sur le chemin du MCU, mais le MCU s'est remis sur mon chemin, et je me suis dit, bon, on va prendre le temps, et on va regarder un peu comment ça se passe. Vous avez vu encore, c'est encore la douche qui était là, parce qu'en fait, hier, ça a été le déluge absolu. Tu te dis, ah, c'est trop cool, il va faire un peu plus frais. En fait, il fait un brin moins chaud, mais il fait pas moins humide, donc c'est de la merde quand même. C'est la troisième douche de la journée, parce qu'on est le 25 août 2026, 17h48. J'enregistre beaucoup plus tard, hein. Mais vous la verrez quand même, normalement, demain, c'est-à-dire pour vous, aujourd'hui. Je vous ai perdu. Et du coup, donc, j'ai fait beaucoup de trucs, vous savez, j'ai fait même des devoirs, hein, parce que j'ai noté pas mal de choses dont je vous ai parlé pour Agatha All Along, que j'ai
Vraiment, c'est la dingue absolue. Très heureux d'avoir vu cette série, en fait. Euh, j'ai pris le temps de regarder. Comment ça s'appelle, hein. J'ai pris le temps de regarder. Merde. Miss Marvel. Où, où c'était moins, moins régulier, plus incertain. J'allais dire un peu comme moi là à l'instant. T'es beaucoup plus incertain dans le déroulé de sa proposition. Alors après ce que je dis encore une fois, vous le savez, tout ce qu'on dit dans les vidéos, ça concerne toutes les vidéos. Ce que je dis, c'est pour moi. Je vous demande pas d'être d'accord, je vous demande juste d'écouter mon point de vue si vous êtes là. Et si vous n'êtes pas d'accord, il faut qu'on en parle ensemble en fait. Ça marche pas que pour les vidéos des retours de séries et de films. C'est aussi pour tout le reste, à bon entendeur. Et du coup, ouais, Miss Marvel, voilà. En finalité, j'avais bien aimé. Hein, j'ai bien aimé parce que c'était une série sur l'adolescence. Putain, j'arrive pas à tourner les pages, j'ai le ventilo qui souffle trop fort. C'était une série sur l'adolescence qui m'a beaucoup intéressé. Pas dire que tout m'a plu, mais voilà, l'épisode 4, je vois, il y a un épisode où en fait j'ai rien noté à part bof. Et c'est vrai que dans Agatha All Along, j'ai pas noté bof. Je sais qu'à un moment donné, j'ai un épisode où je n'ai rien noté à part waouh. Ouais, voilà. Et l'épisode 5 aussi où j'avais noté sombre, très sombre, avec le 80s vibe, mais celui où j'ai noté le moins vraiment c'est l'épisode 6. Je sais pas si on va y voir. L'épisode 6 avec le wow qui est juste là. Parce que ça m'a fumé, vraiment, il m'a fumé cet épisode. Mais je vous spoil, enfin, je vous spoil. Je vous divulgue rien. Si vous avez vu Vendavision, foncez, vous allez kiffer. Vraiment, je pense que vous allez kiffer. Et dans le lot de tout ça, j'avais parlé de Black Panther 2, de Wakanda Forever, mais très rapidement, de manière assez succincte, un peu désorganisée, parce que c'est un film que j'ai vu très peu de fois, en fait. Euh, et j'en ai parlé, j'en en ai parlé avec Estelle, entre autres, mais j'en ai parlé parce qu'il y a pas mal de gens qui ont apparemment vu cette vidéo, tout ça et tout, qui m'ont dit ah mais moi je suis complètement d'accord avec toi sur Wakanda Forever et tout. Et donc du coup je vais revenir là-dessus sur deux films qui sont ultra 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 mal aimés des dernières phases du MCU, c'est-à-dire The Eternals. Je vais pas dire que je l'adore, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent à l'intérieur. Entre autres, les acteurs, parce que là, il y a un cast, un ensemble cast qui est complètement dingue. Avec Barry Keoghan, entre autres. Barry Keoghan, c'est la classe absolue. C'est le Joker de The Batman, comment ça s'appelle avec, avec Pattinson. Euh, et en fait, il y a une scène coupée où vous voyez, en fait, vous le voyez, et c'est ouf parce que comment dirais-je, dans ce Matrix, mais attends, mais je le vois pas là au casting, bordel de merde, il est où? Ah si, voilà, ouais. Et en fait, on le voit, enfin on le perçoit à la fin de The Batman, donc là, celui de Matt Reeves, hein, donc l'itération de Matt Reeves. Mais en fait, ce qu'il y a de terrible, et ça, je trouve que c'est terrible en fait pour le film, c'est que la meilleure scène du film, pour moi, c'est une scène coupée. Et c'est une scène coupée où il y a un face-à-face à Arkham, donc à l'asile d'Arkham, entre Batman et le Joker Barry Keoghan. Et il est jokerement jokerien. Je lis là que il est au cast de la deuxième partie de The Batman. Je Vraiment, si vous avez l'occasion, je vous mets pas le lien et tout, vous vous démerdez, mais si vous avez l'occasion, vous prenez 5 minutes. Si vous avez vu le film, par contre, il faut que vous ayez vu le film. Si vous avez vu The Batman, vous prenez 5 minutes pour aller voir la scène coupée entre Pattinson et Barry Keoghan. C'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie de fou. Et c'est cruel pour l'acteur que cette scène soit coupée, parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec l'ennemi naturel, enfin l'opposant naturel à Batman,
dans une scène coupée, alors que normalement il devrait être dans le film, mais en fait on comprend pourquoi il la coupe, c'est parce qu'en fait s'il la coupe, la meilleure scène du film, c'est celle-là, et vous vous retrouverez avec merde, comment ça s'appelle, avec l'homme mystère, qui serait bien amoindri. Et le problème, c'est que malheureusement, comme c'est Paul Dano qui joue l'homme mystère, il n'y a pas le charisme de Barry Keoghan, et il n'y a pas le côté... il capte pas la caméra, il capte pas la lumière de la même manière, en fait. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit un problème de direction d'acteur ou quoi, donc dont on a parlé, dont je vous ai parlé euh, dans Spider-Man, par exemple, où on voit en fait l'évolution de Tom Holland, qui a peut-être pas en fait évolué, qui a juste été beaucoup mieux dirigé. Enfin, il n'a pas évolué, il a forcément évolué, mais qui a peut-être simplement été mieux dirigé dans Brand New Day, et c'est pour ça, et puis bon, il est plus vieux aussi, et que c'est pour ça que j'ai un peu plus apprécié cette proposition de Spider-Man. Et là, c'est vrai que du coup, je me suis dit, c'est pas pour défendre, c'est juste pour en parler. Je vais commencer par Black Panther Wakanda Forever, et je vais commencer par un truc qui me fume. C'est un truc dont on parle pas forcément tout le temps, dont les gens, de manière globale, dans leurs critiques, parlent pas forcément souvent. C'est la musique. Donc, je vais passer vite fait là-dessus. Et en fait, donc dans Wakanda Forever, la musique, elle est proposée, mais je crois comme dans le premier, par Ludwig Göransson. Et... oh, cette tête-là. Putain, on a le même âge. Oh putain, comme quoi le talent. Oh, le gars, il a... Enfin, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Ok, d'accord, donc il bosse beaucoup. Ça marche. J'ai compris. J'ai compris. Ça va. Il bosse avec Ryan Coogler et il bosse avec Christopher Nolan. Il y a Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Il y a Black Panther, il y a Tenet, Oppenheimer, Sinners. Et donc, il bosse forcément du coup avec Ryan Coogler. Après, je comprends hein, les réalisateurs autant que les producteurs de musicaux ont leurs tropes avec lesquels ils aiment évoluer. Pas leurs tropes avec lesquels ils aiment évoluer, mais les gens avec lesquels ils aiment travailler. C'est une chance de ces métiers-là. Surtout quand tu as démontré que tu étais euh, bon dans ce que tu faisais, que tu étais adéquatement calibré pour être avec telle ou telle personne. Je vois que ouais donc Creed héritage de Rocky Balboa, donc c'est quoi ça, c'est le 2. C'est le 2 hein. Attends, je vais juste regarder le cast pour voir. Ouais, c'est le 2. Oh, il y a Tessa Thompson, c'est vrai à l'intérieur, j'avais oublié. Quelle femme. Il y a Black Panther, ouais, il y a Venom, Creed 2, bon voilà, je serais descendu un peu, donc je l'aurais vu. Creed 2 que je n'ai pas vu, j'ai fait l'impasse, j'avais vu le premier de Creed, j'avais adoré. C'était très bien. Alerte rouge, ok, Oppenheimer. Ah, la BO d'Oppenheimer, j'ai bien aimé. Sinners, j'ai pas entendu, mais j'ai pas vu, donc du coup c'est tout vu. The Mandalorian Grogu, je vais pas me refuser à voir ça, mais je pense que je passerai. Par contre, l'Odyssée de Nolan, donc j'ai pas vu le film encore, vous savez. C'est bientôt, un an, moins d'un mois. Mais la bande originale, par contre, j'ai écouté, c'est prenant. Et dans tout ça, il y a la BO de Wakanda Forever, donc qui est un film décrié de fou, qui vous a pas plu outre mesure, parce que vous avez associé ça au wokisme, et je vous ai proposé une lecture différente la dernière fois sur la complexité de remplacer un acteur principal. Alors, et puis encore une fois, tu peux remplacer des acteurs principaux, euh, je veux dire sans problème, pas forcément sans problème, sans casser la suspension consentie, de la crédulité en fait, mais c'est pas évident, c'est jamais évident, et c'est pas évident de passer derrière un mec qui a ce côté noble en fait. Je trouve que euh, il avait un côté noble. Euh, ouais, je vais dire noble. Je pense que en fait, là j'ai revu plein de trucs justement pour pouvoir réimbriquer les souvenirs au niveau de Black Panther. Donc j'ai refait plein de films. Hein. J'ai refait Civil War.
J'ai refait. Bon, j'ai refait Thor Love and Thunder, vraiment, quelle merde, quoi. J'ai refait. Le troisième Thor. Putain, je me rappelle plus comment c'est. C'est Ragnarok. J'ai refait. J'ai refait The Eternals, du coup j'ai refait ça. Donc j'ai pas refait Black Panther, parce que Black Panther je l'ai vu beaucoup de fois. Et c'est pour ça que quand je vous ai parlé de Black Panther 2, j'en ai parlé différemment, je pense, parce que ça m'a beaucoup marqué. Donc c'est ce que je vous expliquais, ce que je vous disais précédemment. C'était que pour moi c'était une expérience sociale nouvelle, toute nouvelle. J'avais jamais vécu ça au cinéma et je pense qu'on est majoritaire en Occident, mais même dans la majorité des pays du monde, à ne pas avoir vécu quelque chose comme ça au préalable, parce que le cinéma africain se, se déploie peu dans le monde entier, très peu, beaucoup en France, mais parce qu'en fait on a cette ouverture au cinéma étranger qui est très facile en fait chez nous, tant mieux d'ailleurs. Et, euh, et du coup c'est vrai que quand toutes les annonces ont été faites, qu'avec Black Panther 2, tout ça et tout, tu te dis putain, mais comment ils vont faire? Et le meilleur choix, et le choix objectif pour faire endosser le rôle de Black Panther 2 à Letitia Wright, c'était celui-ci. Et j'avais oublié la musique incroyable qu'il y a quand elle se révèle elle-même, après avoir mangé, bu le liquide du fruit synthétique qu'elle a réussi à refaire euh, pour pouvoir récupérer les pouvoirs en fait de Black Panther. Ouais, désolé les gars, j'ai eu une coupure, voilà, j'ai eu un coup de fil là, enfin un coup de fil de livreur, donc je suis descendu pour faire l'évasion, on peut plus, je me suis douché avant de faire la vidéo et à blanc. Bref, c'est pas grave, désolé, donc j'essaie de reprendre là où j'en étais. Et donc je crois que j'en étais sur Chadwick Boseman en fait. C'est difficile de passer après quelqu'un comme ça qui est pour moi, je trouve qu'il était dans dès qu'on le voit dans Black Panther, donc c'est ce que oui c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait j'essaie de revoir justement tout ce qui s'articulait pour voir où Black Panther apparaissait. Donc hormis dans Endgame, donc Endgame que j'ai refait hier soir hein, quand même, que j'ai voir quand même, je pense au cinéma dans sa version rallongée apparemment, parce qu'il y a je sais pas, il y a un quart d'heure de film en plus, je sais pas ce qu'on nous a dit, quelque chose comme ça, il me semble. Euh, dans Civil War, quand tu le vois, il a quelque chose de. Ah bon, il est jeune hein, déjà, il est beaucoup plus jeune, mais il a quelque chose de d'agréable en fait. Esthétiquement, c'est quelqu'un qui était très pareil, donc une fois de plus, c'est à quel point pour moi c'est important quand on est un acteur qui a quelque chose, d'avoir ce trait-là, il est très beau. C'est un acteur qui a quelque chose en fait, qui est pas grossier dans ses traits, qui est pas trop, qui a pas trop de tics verbaux euh, ni de jeux. Souvent, on a ça en fonction des acteurs noirs américains qu'on peut avoir des fois. On peut avoir ce genre de truc qui les marque trop, malheureusement trop en fait, et du coup qui les astreint forcément à un genre. Lui, c'était pas son cas du tout. Il fait penser donc avec Michael B. Jordan, pour moi, c'est un peu le futur. Donc, c'était le futur des acteurs noirs américains dans la lignée de Denzel Washington et d'Eddie Murphy. Alors, je sais que ça fait très caricatural de dire ça. Faut pas oublier ce qu'ils ont quand même proposé, ces deux mecs-là, pour les noirs américains au cinéma, en tant qu'acteurs et en lead, donc en rôle titre, quoi, en fait. Donc, vraiment, c'est pas. Enfin, dans ma bouche, en tout cas, c'est pas à négliger. Et puis un rôle titre avec des films qui emballaient les gens, quoi, en fait. Et des titres marquants. Et c'est vrai que quand t'as Chadwick Boseman qui décède, donc en 2020, hein, donc, je réitère, ça doit être une catastrophe, mais donc j'ai déjà parlé, donc dans la vidéo précédente, je pense, j'ai déjà parlé de ce que ça a dû être comme implication pour les acteurs, mais ça a dû être une catastrophe aussi parce que du coup, donc, j'ai pas parlé de cet aspect-là précédemment, et en fait, le truc, c'est que bon, Laetitia Wright, c'est pas une novice, elle vient pas d'arriver, elle a bien d'autres choses à son, comment ça s'appelle, bien d'autres films, pardon, à son palmarès. Mais le truc qu'il y a, c'est que euh,
t'es pas prêt à ça. T'es pas préparé. Et c'est cruel, je pense, parce que tu te retrouves donc euh, à passer de un des rôles principaux au rôle principal. Et je vais être cruel. Moi, ça me gêne pas du tout. Et vous avez entendu ce que je vous disais au préalable quand on parlait justement, c'était ça, sur ça qu'on était. La musique de Ludwig Göransson, donc qui est le titre dont je vous parle vraiment, c'est Wakanda Forever. Il se dégage quelque chose, et je trouve que la scène qui va avec cette musique, où donc tous les chefs des tribus du Wakanda, ils sont là, ils apposent les mains sur elle pour être certains que ce qu'ils voient, ils le voient réellement, que ce qu'ils ont en face d'eux, ils peuvent le toucher concrètement, que c'est du vrai. Cette musique, j'ai l'impression, après c'est moi, hein, j'ai l'impression que il n'a pas pris en considération que ils n'ont pas pris Ludwig Göransson et Ryan Coogler, ils n'ont pas pris en considération que le personnage. J'ai l'impression qu'ils ont pris aussi en considération ce par quoi l'actrice elle a dû passer. Parce que c'est terrible, parce qu'en fait, je pense que c'est un des rares films où on a le réel qui percute la fiction, mais euh, où en fait c'est tellement proche que la- l'acteur, le comédien, est obligé, l'acteur, est obligé de ne faire qu'un avec son rôle. Et c'est pour ça que, à titre perso, je suis un peu déçu. J'ai vu qu'il y avait des annonces là de. Alors, je suis déçu, qu'on s'entende, toute proportion gardée, de ce qui est proposé pour Black Panther 3, où donc voilà, il refaut un homme. Là, vous voyez, on entend personne gueuler là-dessus. C'est dommage, quoi, en fait, euh, de passer ça comme si de rien ne s'était passé, quoi. Je comprends hein, qu'il faut un Black Panther, tout ça et tout, ben on l'a. Avec avec Shuri, donc qui est le nom du personnage incarné par Laetitia Wright en fait. Et, euh, et du coup, quand je vous dis que le rôle correspond exactement de très près à ce qu'elle a dû vivre, c'est qu'en fait, elle n'est pas castée dès le départ pour être le rôle titre. Elle le sait, elle doit signer, je sais pas comment ça se passe, mais elle doit signer un contrat avec Marvel enfin avec Marvel et Disney pour tant de films ou pour un package de tant de films. Jamais en rôle titre. Vous la voyez donc hier soir, moi je me suis fait Endgame. Vous la voyez dans Endgame, on la voit 3 secondes et demie à l'écran, 4 secondes peut-être. Allez, mettons 10 secondes à tout péter. Euh, et elle est là pour être là. Elle est là pour être à côté. C'est pas la potiche, parce que c'est ça qui est de super avec son personnage, c'est qu'en fait, elle est, euh, elle est présente pour être la techno girl du Wakanda, pour faire oublier en fait le côté passéiste, le côté les traditions avant tout, tout ça et tout, et se tourner vers le futur, vers la technologie de ce que son pays peut proposer, de ce que le territoire de son pays peut lui proposer avec donc le vibranium. Il faut pas que j'oublie le vibranium parce qu'il y a un truc super important là-dessus, et c'est pour ça que les deux films joints entre, et j'ai fait aussi Captain America, Brave New World, qui est pas le film le meilleur des films malheureusement, mais juste en termes filmiques. Donc même dans le MCU c'est pas ouf, donc ça veut dire beaucoup de choses pour moi en tout cas. Mais il y a quelque chose que je trouve qui est hyper intéressant dans Brave New World et donc qui met en exergue ce que le Wakanda et les Éternels proposent dans leur chacun dans leur film. Et elle en fait elle propose le fait d'utiliser la technologie du minerai qu'il y a chez eux pour faire autre chose que se cacher et vivre reclus. Objectivement, c'est la nation la plus puissante du monde parce que ben ils ont ce pouvoir du vibranium, j'allais dire de l'adamantium, du vibranium à foison sur leur territoire. Et en fait, c'était ça le personnage de Shuri. Et ce qu'il y a donc, même elle en tant qu'actrice, c'est leur rôle, c'est leur métier, c'est leur travail d'apprendre à se transformer, d'apprendre à se changer. Et je pense aussi que c'est pour ça que le film est très long. C'est-à-dire que la dernière fois, je vous disais, ils passent tellement de temps entre eux, tous ces gens-là, tous ces acteurs, mais pas que les acteurs. Euh, les, les gens du son, les gens de l'image, les gens de la photographie, les gens.
tout ce qu'il y a comme staff à l'intérieur de... Je sais pas si vous avez déjà fait un plateau de tournage ou quoi, mais moi, quand j'étais à l'école, on faisait des publicités, de temps en temps, ça arrivait. Et rien que là, c'était déjà colossal en tournage plateau. Euh, et, et en fait, j'ai jamais fait plateau de ciné, enfin à part pour regarder comme ça, mais même quand tu regardes comme ça, il y a plein de gens. Mais c'est plein de gens qui bossent ensemble tout le long du projet. Et donc forcément, ça crée des... Ça ne peut pas ne pas créer des points de convergence, en fait, tous entre eux. Et il y a tout ça à gérer, donc ça c'est quand t'es dans la vraie vie, donc IRL. Et de l'autre côté, le personnage, il est obligé de se réinventer parce qu'en fait, elle n'est pas écrite comme ça depuis le départ, mais elle n'est pas écrite comme ça parce qu'elle n'est pas prévue pour être à ce poste-là. Elle est prévue pour être à son poste. Et j'ai vu et lu que c'était pour beaucoup de gens un problème qu'elle soit obligée de passer du tout au tout d'un coup. Mais c'est la vie. La vie te force, malheureusement, des fois, à faire des choses contre ton gré parce que mais parce qu'en fait, il faut avancer pour ne pas mourir, en fait. Et c'est le personnage de Shuri dans Wakanda Forever. Et quand elle boit, c'est... Je pense que ce que pas mal de gens ont peut-être pas compris. Encore une fois, je veux pas faire celui qui ramène sa science, dire moi j'ai compris, vous avez pas compris. En tout cas, ce que la lecture que moi j'ai, c'est la lecture de quand elle boit ce liquide-là, donc issu de la fleur qu'elle a réussi à synthétiser, donc l'herbe cœur, je crois que c'est. Donc c'est ce qu'elle essaie de faire aussi au début, en fait, pour pouvoir sauver T'Challa, du coup. Et, et c'est dingue parce que donc elle boit et il n'y a pas ses ancêtres. Enfin, il n'y a pas ses ancêtres. Il n'y a pas les ancêtres qu'elle espère voir arriver. Il y a quelqu'un qui vient parce qu'elle a pas ce qu'il faut en elle à l'instant où elle boit le résidu de l'herbe cœur. Alors le résidu de l'herbe cœur qui arrive, qui est un peu, c'est un peu cheaté quand même, hein, comme ça arrive. Et, et putain, je vous parle, j'ai cette musique en tête, ça fait une semaine là que j'ai ça en tête, je suis là, bam, 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 c'est lancinant de fou. Enfin, un peu moins d'une semaine, mais c'est lancinant de fou ce son là de Wakanda Forever, hein, c'est vraiment le titre. Euh, et qui agit vraiment comme un thème d'union, d'unification. Je sais que c'est très, là c'est très éparse en fait, c'est très euh, étalé ce que je vous dis, c'est pas confus. Hein. Et, et en fait, elle se retrouve, si vous avez vu le film, elle a Killmonger dans son, en fait, dans son rêve, où normalement elle est censée se retrouver dans une plaine, donc dans la plaine, dans une des plaines du Wakanda, donc où il y a les panthères normalement, où il y a ben, son père qui est censé venir. D'ailleurs, je sais pas, je pense pas que l'acteur était et ou soit décédé, mais c'est un peu con qu'ils aient pas fait revenir l'acteur pour ça, cet acteur-là, donc qui joue le père et ben, de T'Challa et aussi donc du coup de Shuri. Et c'est con parce que enfin, c'est con qu'il ait pas fait revenir, mais c'est bien qu'il ait pas fait revenir au profit de Killmonger parce qu'en fait, à l'instant où elle boit ce truc-là, elle est pas du tout ce qu'elle doit être en fait. Elle a la haine, elle veut tuer clairement, et elle y va pas avec une motivation pure entre guillemets de ce que le protecteur du Wakanda est censé euh, être tout simplement. Et c'est cool que ce soit Killmonger qui vienne, donc déjà parce que ça nous permet de voir Michael B. Jordan au Cinoche, ou à l'écran, donc vraiment de voir ce mec-là en perma, c'est toujours oui, hein, vraiment tout pour, bah, comme ce que je vous disais pour John Berntal, c'est tout pour une minute de ce mec-là dans un rôle tout court. Là, pour lui, pour le coup, il n'y a pas un rôle titre, un rôle attitré, vraiment, il peut venir dans n'importe quel rôle, c'est toujours un plaisir de le voir à l'écran. Et elle part avec l'idée de ce que lui a proposé dans le premier film. Et je trouve que c'est génial parce que du coup, elle se retrouve confrontée à ce qu'elle disait au début à sa mère, où elle disait à sa mère que mais tu te rends compte, maman, c'est qu'une projection que tu te fais quand tu penses voir T'Challa à l'intérieur de la plaine, machin, tout ça et tout. Ça n'existe pas, c'est une projection de ton subconscient. Et là, elle arrive dans, en fait, la salle de réu là, du Palais Royal,
où sa mère est décédée, donc quelques scènes auparavant, full flotte, elle sort de là, donc elle émerge complètement de tout ça, elle se retourne vers le trône, et elle voit Killmonger. Et tu dis, putain, et en vrai c'est ouf, parce que c'est pas du tout ce que t'attends quand tu vois le film, parce que t'as déjà vu le premier, et tu sais normalement que c'est ses ancêtres proches, donc c'est papa-maman, c'est les oncles, les tantes, tout ça et tout. Pas du tout. C'est son ancêtre, parce que bah, objectivement, il est mort, c'est son cousin, et il est plus vieux, donc bon, bah, c'est son ancêtre, quoi qu'il en soit. Sauf que, bah, en fait, c'est une ordure qu'on comprend. C'est pour ça que le premier film était vraiment sympa aussi. Un peu plus sympa sur la mise en scène, d'ailleurs, on va quand même pas mentir. Mais j'ai trouvé que celui-là, il posait des dilemmes moraux qui étaient présents, qui n'étaient pas du tout présents à l'intérieur du premier, parce qu'en fait, les dilemmes moraux, ils sont en permanence dans l'équilibre de ce que elle doit faire, et en fait, ça correspond obligatoirement, on saura jamais ça, hein, mais on est extérieur à tout ça, et quand on regarde, et qu'on connaît ce qui s'est passé donc, dans la vraie vie, on ne peut pas ne pas imaginer qu'elle n'a pas eu des sueurs froides à l'idée de se dire ça va être moi le rôle titre d'un film du MCU. Quel film du MCU, celui qui permet à la culture noire américaine de s'émanciper intellectuellement, de s'émanciper sur le fait de dire putain mais regardez, euh, on est capable aussi de faire des choses qui peuvent être intéressantes. Et dans le lot, il y a évidemment la partie donc latino, j'ai dire hispano-américaine. C'est latino-américaine, c'est un peu plus hispano-américaine, mais bon, pour le principe, on va dire. C'est quoi? C'est la culture maya, je crois, qui est représentée par Namor. Namor. Et, euh, et en fait, c'est fou parce que. Merde, comment il s'appelle? Je crois que c'est Tenoch. Attendez 2 secondes, je descends. Tenoch Huerta. Tenoch. Ah, voilà, Tenoch Huerta. Donc, qui joue Namor, donc Kukulkan en fait. Euh, Lui, si vous êtes familier du cinéma sud-américain, c'est impossible que vous ne l'ayez pas vu. C'est impossible que vous soyez pas familier avec ce mec-là. Il a un charisme de bâtard, mais vraiment, c'est un truc de fou furieux. C'est c'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie ce qui dégage à l'écran. Et quand tu vois le film, moi quand j'avais vu le film la première fois, je m'étais dit, bah, ils te mettent Kukulkan, donc Kukulkan, tu connais un peu, c'est le dieu serpent, le serpent à plumes, tout ça et tout. Et quand ils te disent Namor, et que tu connais aussi Namor, tu dis, bon, il doit avoir des petites ailettes aux pieds, quoi, tu sais, c'est un peu ridicule. Et en fait, ils le mettent, et c'est pas ridicule du tout, parce que ça le rend. C'est assez bizarre à voir, mais c'est un pan culturel qui est important à prendre en compte, et c'est le but de Black Panther, c'est de mettre en exergue ce côté culturel où tu regardes, donc, c'est pas que moi je regarde pas ça en tant que blanc suffisant, machin, où je me dis oh non, non, surtout pas, ces cultures-là ne m'intéressent pas, non, au contraire, c'est des choses qui m'intéressent, qui m'ont toujours passionné, donc ce que je vous disais au préalable, je pense que c'est la force de la culture occidentale, c'est d'arriver à s'intéresser et à faire un mix de tout ça pour devenir encore meilleur. J'ai l'impression vraiment que la culture occidentale, c'est ça, en tout cas pour moi. Et, en fait, ouais, c'était un kill de gringo. Et donc Paradis perdu, dans Spectre, évidemment, euh, qui joue un rôle minime, mais tu peux pas ne pas le remarquer, c'est impossible. C'est dans American Nightmare que je n'ai pas vu. Et en fait, euh, donc Namor, il revient aussi hein, dans Doomsday. Mais on le voit de toute façon dans la bande-annonce, le trailer, enfin on comprend en fait qu'elle va le chercher. Et donc ça rejoint son plan à lui en fait c'est pas de s'amoindrir, parce qu'en fait à la fin le fight il est incroyable et tu dis elle va quand même pas lui faire ça et lui il va pas lui faire ça, et en fait si euh, tu sens qu'il y a beaucoup de choses quoi, en fait qui doivent sortir, et je pense que Ryan Coogler il s'est autorisé ça parce que c'est un film hommage tout du long, en fait. Tu le sens, donc c'est ce que je vous disais pareil au préalable. Tu sens qu'il y a le poids du manque, en fait, de Chadwick Boseman. Parce que, moi, pour moi, en fait, ce mec-là, il a un côté noble. Il a pas ce côté noble dans Civil War. Je trouve pas, après, ça me regarde. Mais peut-être parce qu'il a un brin plus jeune, et peut-être parce qu'on a moins, peut-être, objectivement, l'habitude de le voir
un rôle de ce type, quoi, dans un rôle de super-héros. Mais quand on le voit dans Black Panther, en fait, quand on le voit à la fin de Civil War, donc dans la post-gen, je crois que c'est la 1 ou la 2, bon, peu importe, où il y a Bucky donc, qui se refait congeler, tout ça et tout, là, tu te dis, ah putain, il dégage quelque chose, en fait. Et puis sa manière de parler, le ton et l'accent qu'il prend, et puis en plus, c'est assez fort, parce qu'ils jouent tous avec un accent. Et donc des accents qui sont forcément forcés, parce que ils ont pas d'accent, enfin, à part leur accent américain peut-être, ou des endroits et des lieux d'où ils sont aux États-Unis pour la majorité. Et, euh, et putain, ça marche trop quand il est dans Black Panther, en fait. Il fait roi, alors il fait un peu cool, pas badass, mais un peu cool. Et, euh, et ça marche de dingue, en fait. Ça marche de dingue. Et ce qu'il y a de fort, c'est que Laetitia Wright, perso, je trouve qu'elle est... En fait, c'est dingue ce que je veux dire, c'est que comme à côté d'elle, il y a donc Angela Bassett, donc je vous en ai parlé la dernière fois aussi, où vraiment elle est... Enfin, Angela Bassett, c'est ouf, je sais même pas... c'est ouf. C'est ce que je vous disais quand j'étais gosse, j'étais amoureux d'elle parce que je la trouvais imposante, charismatique. J'aimais sa voix, mais sa voix en VO, enfin en VO, sa vraie voix, mais même en VF, je trouvais qu'elle était toujours bien doublée, tout ça et tout. Et donc c'était dans Malcolm X, dans Tina évidemment, et à titre perso, c'était surtout dans Strange Days que je l'avais découverte quand j'étais enfant. Et alors moi je l'ai vu dans plein d'autres trucs aussi, hein, apparemment, mais vraiment c'est ces trucs-là en fait qui m'ont marqué de elle quand j'étais gosse. Et je pense que quand t'as ça à côté de toi, je dis ça pour elle parce que vraiment pour moi c'est un monument du cinéma noir américain, du cinéma américain, mais surtout du cinéma noir américain, parce que souvent ils ont tendance à être séparés, faut savoir pourquoi. Euh, et donc quand t'as donc Angela Bassett à côté de toi, quand t'as Lupita Nyong'o à côté de toi, euh, t'as ouais, il y a une chier de gens quoi en fait, il y a une chier de gens quoi. Je regarde en même temps, vous m'en voulez pas. Hein. Ouais, il y a beaucoup de gens. Il y a énormément de gens, en fait, j'allais dire entre guillemets, qui sont plus connus, mais c'est pas parce qu'ils sont plus connus que tu es écrasé, c'est parce qu'en fait, ils sont plus connus, et donc, tu te retrouves à être submergé par leur aura, je pense. Alors évidemment, tu dois avoir aussi beaucoup d'ego, parce que t'es un acteur, donc il faut que tu travailles aussi cette part d'ego que tu as forcément en toi. Et arriver là et tenir la dragée haute à Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o qui a un rôle, donc qui a le rôle de Nakia, mais qui a donc le même rôle que ce qu'elle avait auparavant. Donc c'est la meuf qui est douée pour les langues, c'est la meuf qui est douée pour l'infiltration, du coup, parce qu'elle a ce talent linguistique, elle est donc douée pour l'infiltration, tout ça. Et au début du film, la première fois qu'on voit Namor face à Shuri et à Ramonda, donc à sa mère, à la reine en fait, donc la nuit là, euh, elle lui dit il faut que je te dise quelque chose sur T'Challa, tout ça et tout. Et en fait, tu te dis bah il est pas mort, ou tu te dis machin, tu te dis pas il y a une descendance. Mais quand tu vois Lupita Nyong'o arriver dans le à l'écran, tu sais qu'elle est au cast, hein, là elle est numéro 2 au terme du cast, donc bon, en même temps c'est normal, c'est Lupita Nyong'o, c'est logique. Euh, c'est impossible que tu fasses pas la connexion. Tu dis ah, c'était le love interest, mais c'était le love interest quand même. Enfin, dans le premier film, c'était le love interest, mais qui était, c'était l'amour impossible quoi en fait. C'était l'amour impossible parce que en fait, elle par son rang de, enfin lui par son rang de roi et de Black Panther. Il pouvait pas se mettre avec la meuf qui faisait l'espionnage pour son propre pays, quoi. En fait, c'était impossible. Alors, si c'était un président français ou une présidente française, ça serait passé sans problème, hein, parce que c'est que des fois jaune. Mais là, pour le coup, c'est vrai que le côté éthique de tout ça, tu dis, ah, c'est pas possible. Et dans la scène euh, post-gène, mais fin, à la fin de l'intro de ce générique de fin, on te montre en fait que y a un enfant et qu'il y a un descendant à T'Challa et que voilà, et qui s'appelle, je
sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle... mais il s'appelle pas T'Challa aussi, là. Le gosse, là. Je vois pas. Euh... Toussaint. Divine Love Konadu Son. Toussaint, il s'appelle Toussaint, du coup, donc Prince T'Challa. Et ouais, T'Challa ou T'Challa, hein, désolé. Et c'est ouf parce que, donc, à la fin, elle est Black Panther, elle a roxé, les termes de vieux, tu sais, tout le long du film, elle porte le film comme une reine, comme la reine qu'elle est dans ce putain de film, à un moment donné, du coup, parce qu'elle est princesse puis reine. Et je trouve que c'est un peu dégueulasse, ça me regarde, j'espère qu'ils trouveront un bon moyen scénaristique de faire passer ça, de faire passer cette pilule-là, de changer le rôle et de le donner donc à David Johnson, que... Alors, je vais pas dire que je le connais pas, j'ai pas vu Alien Romulus. Alien, c'est compliqué depuis quelques années, donc du coup, je me déplace plus pour voir Alien et je prends même pas le temps de regarder Alien. Alors que... Par contre, j'ai vu dans Marche ou Crève, et dans Marche ou Crève, donc, qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. L'année dernière. De Stephen King, de Francis Lawrence, mais de Stephen King pour la nouvelle en fait qui était écrite. Francis Lawrence, c'est le réalisateur qui avait fait Hunger Games 2, 3 et 4, non? Ouais, c'est ça. Ah, je suis une légende aussi, ouais. Euh... c'est pour ça que le film est bon, alors. Ça lui allait bien, il a déjà fait un truc comme ça, hein. Bien aimé dans ce film. C'est pas le meilleur film de l'année, hein, c'est pas le film de l'année. Mais j'ai bien aimé j'allais dire ce gosse, parce qu'en fait, il a une tête ultra juvénile. Et avant de commencer les vidéos, j'ai regardé, en fait, il a 32 ans. C'est un truc de fou, on dirait qu'il a entre 18 et 22, quoi, en fait, c'est un truc de dingue. Il fait jeune, en tout cas, il fait très jeune. En revanche, je veux pas être méchant. Bon, il est loin du charisme de Chadwick Boseman, mais bon, malheureusement, c'est comme ça, on peut pas tous avoir moi aussi, hein, du coup, donc du coup, c'est pour ça que je ne joue pas, entre autres pour ça que je ne peux pas, que je me suis pas présenté au casting pour jouer à T'Challa. Mais ouais, je suis pas emballé par cet acteur. J'espère me tromper comme d'habitude. Ce sera une joie de dire que je me suis trompé une fois de plus. Mais je sais pas, ouais, je suis pas super emballé. Quand il y a eu Chadwick Boseman qui était proposé à l'époque, je m'étais dit putain incroyable. Ryan Coogler il nous propose encore son acteur, mais j'ai l'impression que ça va vraiment le faire. Enfin, un de ses acteurs. Et j'ai l'impression que ça va encore vraiment le faire. Et là, je sais pas. Si tu lis des trucs un peu sur comment il a été recruté, en fait, t'as Ryan Coogler qui envoie un message à Kevin Feige qui lui dit gros, j'ai euh, j'ai une révélation, j'ai une forme de vision. J'ai vu ce mec-là, ce mec-là, j'allais dire ce gosse, c'est pas un gosse, hein, c'est à 32 ans. J'ai vu ce mec-là, et en fait, c'est lui, c'est mon Black Panther, c'est notre Black Panther. Est-ce que t'es chaud? Et Feige il va pas trop à l'encontre de Ryan Coogler parce qu'en fait Ryan Coogler c'est un des rares et donc c'est pour ça que je vous parle de ces deux films en même temps qui fait une proposition cinématographique à l'intérieur du MCU et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de les regarder ces films d'une autre manière que le simple film de super-héros avec la formule Marvel, c'est-à-dire frites Coca, tu sais, enfin le Big Mac, frites Coca. Là, on peut regarder autre chose, tu vois. Tu peux te dire, ah, j'aimerais bien peut-être la glace à la fin, mais est-ce qu'on peut pas se faire, au lieu de faire frites coca, on va dans un resto basique, peut-être, mais où on peut s'asseoir et où on peut manger avec des couverts, où on peut faire, tu vois, pour moi, c'est un peu ça. Et là, en l'occurrence, quand t'as un mec comme ça, enfin, un mec de cet acabit et comme ça, qui te propose un film pareil, aussi bien le premier, pour moi, qui est beaucoup plus de maestria au niveau des termes techniques, on va dire, par rapport au second. Mais que le second, justement, je me dis, putain, c'est trop dommage que ça ait pas fonctionné plus que ça. Alors, je vous dis ça, du coup, je sais même pas si. Qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat de box-office là-dessus. Euh, Est-ce que on voit ça?
Ah ouais, tu vois, en plus, putain, la pauvre, elle s'est blessée et tout, tu vois, ça casse les couilles, quoi. Et réinterrompu parce que Lupita Nyong'o, elle a eu le Covid. Putain, vraiment, ça casse trop les couilles. Vraiment, c'est un peu le film maudit, quoi. On a regardé avec Estelle, c'était sur, alors pas sur Rotten, c'était sur Letterboxd. Le film, je crois qu'il est à 3,3 ou 3,4. C'est pas à chier, mais c'est pas parfait non plus, quoi. 450, 450, voilà, ouais. 450 aux États-Unis. À 859 quand même, c'est pas de la merde. Hein. En termes de revenus, après pour les entrées, voilà, c'est peut-être plus compliqué, mais alors par contre, ouais, il y avait grosse polémique. Évidemment, il faut qu'il y ait des méchants. Et vous le savez, le pays représentatif de l'Occident, contrairement à ce que la majorité du monde pense, ce n'est pas les États-Unis, c'est la France, et c'est normal parce que c'est la France. Et par rapport aux colonies, par rapport à tout ça et tout, on en prend un peu pour notre grade là-dedans. Donc on sent que c'est un truc qui est vraiment fantasmé. C'est le genre de truc où tu te dis finalement, in fine, ça se passerait probablement comme ça si les pouvoirs étaient renversés. Euh, Peut-être parce que ça touche la France, là j'étais là, je suis bon, c'est pas. Vous êtes aux États-Unis, je comprends pourquoi vous en prenez à la France, c'est parce qu'en fait vous avez peur que on vous boycotte là-bas. On est une cible facile, mais on est la cible facile parce qu'on peut encaisser tout ça. Et si ça vous fait plaisir de nous faire passer pour les ennemis absolus, faites-le. On restera quand même vos alliés, c'est pas un problème. Et ça, voilà, je vois qu'il y a marqué le ministre français des armées, oh mon dieu, Sébastien Lecornu, quoi. Dommage, il a un beau prénom. Condamne fermement la représentation mensongère et trompeuse des forces armées du pays dans une scène du film. Mais c'est pas mensonger et trompeur, c'est de la. C'est du cinéma. Donc là, ma réaction, c'est premier degré, mais après, c'est du cinéma. Ce qui se passe à l'écran, ça se passe à l'écran. Et en plus, on n'attaque pas le Wakanda parce que ça n'existe pas, donc il faut atterrir un peu. Il faut laisser faire les choses comme elles doivent être faites. En revanche, c'est vrai que ça commence à casser les couilles parce que à chaque fois qu'il y a des trucs, on vient toujours taper sur la gueule des Français, et donc on nous fait passer pour les méchants de plus en plus, et donc c'est de plus en plus compliqué de se dire, finalement on est les gentils, et donc pour les gens qui n'ont pas nos cultures, notre culture, de se dire, ah mais évidemment, les Français, les Blancs Français, c'est des méchants. Tu dis, attendez, allez vous faire enculer 2 minutes, ça sera quand même bien plus pratique comme ça, et si vous voulez, on peut faire ça, on peut pratiquer ce loisir que vous allez avoir ensemble, comme ça vous serez bien content. Et là, le truc qu'il y a, c'est que, donc t'as beaucoup de trucs, parce que quand même, on va quand même faire d'autres choses après. Je stoppe là, parce que sinon je vais dire des dingueries. Meilleure actrice dans un second rôle au Golden Globe pour Angela Bassett. En vrai, et du coup, très heureux. Et c'est terrible, parce que du coup, à l'intérieur de tout ça, je vois pas de récompense pour, pour Laetitia Wright. C'est dommage, parce que il y a vraiment plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs. J'ai aimé le côté donc où les Dora Milaje, elles se font la, la meuf principale des Dora Milaje, je sais plus comment c'est, comment elle s'appelle. Okoye, qui se fait démettre de ses fonctions par la reine, et la reine qui dit non non, mais quand il y avait Killmonger, t'as refusé tout ça, t'as refusé machin, tu t'es opposé, t'as pas voulu, t'as pas ceci, t'as pas cela. Tu te dis, ah putain, c'est. Ouais, c'est. Tu sais, En fait, c'est l'extrémisme du pouvoir d'un côté face à l'extrémisme de celui, en l'occurrence ici, celle, qui est dans le feu de l'action en permanence. Et c'est terrible parce qu'en fait, forcément, qu'on voit pas exactement le monde de la même manière, parce qu'en fait, quand t'es dans le feu de l'action, eh bien, tu es au contact, mais quand tu as le temps pour prendre le temps de regarder la globalité, en fait, tu prends contact d'une autre manière. Et donc, forcément, l'affinement de tes pensées, aussi bien d'un côté que de l'autre, ça se vaut, mais ce n'est pas équivalent, parce qu'en fait, le pouvoir revient forcément à celui qui l'a, et ça, c'est. J'aime bien comment c'est mis en avant aussi. C'est pour ça qu'il y a plein de points qui sont hyper intéressants à l'intérieur de ce putain de film.
Et de l'autre côté, du coup, donc putain, c'est long parce que, mais c'est pas grave que ce soit long pour cette vidéo parce que ça vaut vraiment le coup. Et de l'autre côté, donc t'as donc Tenoch Huerta qui joue Namor, donc Kukulkan. Bon, bon, voilà quoi. Ils partent parce qu'ils ont senti le vent tourner, donc c'est pendant la conquête espagnole, enfin la conquête ibérique, mais bon, on comprend que c'est l'Espagne, de l'Amérique du Sud, d'une part de l'Amérique du Sud. Et en fait, tout ça, ça arrive parce que donc en amont, donc avant la conquête donc par les conquistadors et compagnie là, ça arrive. En fait, on a ce contact de Namor et de Tchouri. Parce qu'en fait, t'as des mecs qui ont inventé, enfin, t'as une meuf qui a inventé, donc une meuf, donc c'est Riri Williams qui joue donc Ironheart, donc que je n'ai pas vu encore en série. Il y a une série, ça m'emballe pas du tout, mais il va falloir que je le fasse pour pouvoir et en parler et la voir tout simplement. Parce que l'actrice, elle est grave cool, Dominique Sorne. Je suis pas persuadé d'avoir déjà vu dans quelque chose d'autre. En tout cas, ça m'étonnerait. Pourtant, sa tête me dit quelque chose, mais ça me non, je vois, il y a pas grand chose. Il y a Freaky Tales, il y a Judas and the Black Messiah que je n'ai pas vu. Je voulais voir, mais j'ai pas vu. Et si Billy Street pouvait parler. If Billy Street could talk. Ça me dit vraiment tout ça, ça me dit rien du tout. J'aime bien sa tête me revient bien. Je sais pas, elle a une bonne bouille et tout quoi, mais je sais pas, ça m'emballe pas le personnage. Je sais pas, c'est ouais, c'est Iron Man en meuf, mais avec le pouvoir du Wakanda qu'on fait derrière elle. Donc, du coup, voilà. Je préfère en plus d'ailleurs le premier costume qu'elle a quand elle a fait ça dans son garage et tout. Je trouve que c'est ultra cool. Bref. Euh, Tout le background qu'on nous fait là de Namor, donc qui s'appelle Namor parce qu'en fait tu comprends que c'est l'enfant sans amour. C'est le héros Namor ou un truc comme ça, j'en sais rien là. Bientôt, ça sera une langue que je saurai parler parce que je vais aller me mettre corps et âme à l'intérieur de l'espagnol pour pouvoir apprendre l'espagnol, j'en ai envie. Et putain, mais et je sais que on a des casseroles au cul, mais putain, mais quand même arrêtez quoi. Là, ils te font passer. Après, c'est comme ça que ça s'est passé, donc en même temps, je vais pas faire genre, je peux dire oh non, mais ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé. Une partie de tout ça s'est passé comme ça. Quand il ressort pour voir comment c'est sur est-ce que c'est possible d'enterrer sa maman quand elle est décède, tout ça et tout. C'est cruel pour lui. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des, euh, des occidentaux menés par un homme de foi. Bon, donc l'homme de foi, t'as compris ce que c'est. Hein. Évidemment, c'est un curé, un prêtre. Et bon, c'est le diable en fait, quoi. Ça, c'est compliqué parce qu'en fait, ça brosse dans le sens du poil tout le politiquement correct qu'il faut embrasser depuis une dizaine d'années. Donc ça, je comprends dans un sens, mais de l'autre côté, tu te mets à dos des gens que tu devrais pas te mettre à dos non plus. Parce que en faisant ça, on peut pas l'occulter, mais tu peux pas, donc comme ce dont on a parlé au préalable pour les militaires français, et donc de la France, tu peux pas te mettre à dos euh, tous les catholiques du monde, tous les chrétiens du monde. Juste pour ça, quoi, en fait. Et après, on va dire, non, mais c'est pas ça le message. Je fais, mais si, le message, en fait, ce qui est montré, c'est exactement ça. Et je pense que c'est problématique parce que, pas parce que je le dis, du coup, je pense que c'est problématique parce que, justement, tu vas avoir des gens qui ont peut-être, encore une fois, donc c'est encore une fois le cas, qui ont peut-être pas, donc culturellement, le niveau pour pouvoir s'émanciper de ça et dire, ah bah c'est pas grave, donc moi c'est ce que je fais, je me dis, bah finalement, c'est pas grave parce qu'en fait, il y a d'autres choses qui sont mises en avant, ok, et que ce qui est montré par Namor autant que par Shuri, c'est le dépassement de tout ça, mais à quel prix? Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, à quel prix? Lui, il a une rancœur, ça fait 500 ans qu'il la balade. Parce que donc quand ça arrive ce truc-là, enfin quand lui il est touché par ça, ou sa mère est touchée par ça,
c'est 1548, je crois, un truc comme ça, ou 1538, bon, vous m'en tiendrez par rigueur. Au XVIe siècle, du coup. Toi, t'arrives, t'es là, t'es au 21e, donc il y a 5 siècles qui se sont passés. Je dis, gros, vous avez le vibranium chez vous aussi, et vous avez vu arriver donc les blancs, genre, oh mon dieu, ils sont méchants les blancs. Il faut tuer la personne qui a mis au point ce détecteur. Pas de bol, elle est noire. Donc là, du coup, tu vois, tu te dis, ah ok, donc c'est une invention de quelqu'un qui est noir, mais utilisée par des gens d'une société où les gens se mélangent, parce que aux États-Unis, comme sur une partie de l'Europe de l'Ouest, on vit dans la mixité, et dans la mixité, pardon, dans le côté cosmopolite. Bon, la mixité, c'est pas la même chose, mais dans le côté cosmopolite de ce qu'on a voulu et nous imposer et choisir aussi par rapport à nos aïeux. Et t'es là, toi, t'es en train de dire, ah non, mais il faut tous les éradiquer et tout. Tu vois, frère, tu vas faire exactement ce que tu reproches que d'autres ont fait quand même. Donc, est-ce qu'on peut trouver un équilibre là-dessus, quoi? Et tu te dis, le seul rempart, en fait, c'est Shuri. Et donc, tu vois, ça rajoute encore du poids sur le personnage. Et c'est compliqué parce que tu sens qu'ils sont pris le cul entre deux chaises, en fait, avec ce personnage de Namor. Il aurait fallu, dès le début, que ce soit lui qui tue T'Challa. Mais en fait, tu peux pas faire ça, parce que si tu fais ça, tu le rends mauvais, intrinsèquement mauvais, et donc du coup, elle a pas d'autre choix que de le flinguer. Et donc du coup, ils font pas ça, et au début, c'est ce qu'ils proposent, ils font donc un enterrement, ils trouvent une maladie, ils trouvent machin, etc., pour pouvoir faire tout ça. Mais bref, c'est très éparse ce que j'ai à vous proposer dans ce film, pour ce film-là, parce que j'ai aimé, j'ai envie d'en parler longtemps. Je vais arrêter là et on va passer à The Eternals. Mais je vais le refaire, je pense que je vais le refaire ce soir. Parce que j'ai entendu et lu que c'était un tire-larme. Et je pense que si vous prenez en considération le fait que ce film est un tire-larme, c'est que vous oubliez tout ce que j'ai dit donc dans la vidéo précédente, en ne prenant pas en compte que ce sont des humains qui font tout ça pour l'argent, pour notre bon plaisir, parce que ça leur plaît, et que ça doit être très très difficile malgré tout de passer à autre chose sans faire un tire-larme, parce que c'est ton ami. C'est quelqu'un que tu suis depuis 25 ans, depuis 30 ans peut-être, et c'est ton ami. Et quand ton ami disparaît, faire un film où tu étais censé tourner avec lui sans lui, ça doit être une catastrophe émotionnelle considérable. En tout cas, j'y crois. Le film le plus décrié du MCU, j'ai nommé The Eternals, avec la sublimissime, l'ultra charismatique Gemma Chan. Alors vraiment, là moi je fonds. Je suis en fonte complète. Pour moi, si tu veux, c'est cette meuf-là, je pense qu'elle doit être responsable du réchauffement climatique. Elle a tout ce qu'il faut pour être tête d'affiche de tous les films où elle veut participer, où elle veut être. Moi, je signe tout ce qu'elle veut pour qu'elle puisse y être sans aucun problème. C'est une tuerie. Elle dégage une chaleur incroyable à l'écran. Elle incarne le personnage qu'elle doit jouer de la manière. Donc c'est Cersei. Cersei, c'est Cersei. Parfaitement, je trouve. Je trouve qu'elle est juste tout le temps. Et en même temps, ce qui la rend agréable à l'écran, c'est parce qu'en fait, elle dégage une sensibilité, elle dégage une fragilité que j'ai envie de voir dans ces personnages-là. Pour moi, ça a marché. Je vous fais vite le cast. On a Richard Madden, mais Richard Madden, c'est Robb Stark dans Game of Thrones, entre autres. Richard Madden qui, depuis quelques années, il est présent là un peu pour comment ça s'appelle pour James Bond. Vous savez pour qui pourrait jouer James Bond et tout. Il a le charisme, il a ce qu'il faut pour être présent à l'écran, mais je sais pas, il y a quelque chose apparemment
qui bloque. Euh... Je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi. Parce que moi, quand je le vois, ce mec-là, je suis emballé. Ah, il est dans 1917 de Mendes. Ah, putain, tu vois, je me rappelle pas de ça. En Rocketman, oui. Euh... On le voit pas assez, ce mec. Pour moi, on le voit pas assez. Ça me gêne beaucoup parce que j'aime beaucoup l'acteur. Il y a Angelina Jolie, je ne présente pas. Donc Richard Madden qui joue Icaris. Angelina Jolie qui joue Tena, Salma Hayek qui joue Ayak. Euh, Kumail Nanyani qui joue Kingo, donc c'est l'Indien, le Pakistanais. Il y a McHugh qui joue Sprite. Barry Keoghan, dont j'ai parlé au préalable. Barry Keoghan qui est une tuerie intersidérale. Vraiment, ce gars, bon, déjà il a la tête, il a une putain de trogne. En fait, ce mec-là, il a ce que je trouve qui manque au cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire des acteurs avec des gueules. Vous savez, quand vous remontez un peu dans le... C'est pour ça que les acteurs français, ils ont toujours été appréciés à un moment donné, parce qu'ils avaient des têtes. Ils n'étaient pas formatés, ils n'avaient pas... ils n'étaient pas parfaitement parfaits, ni rien et tout. Et qu'à un moment donné, il y a eu ce shift-là, enfin que ça a été dépassé, parce que bah, du coup, ils sont un peu uniformisés sur ce qu'un acteur ça devait être, etc. etc. Et que quand vous avez des Jean Gabin, c'est très caricatural hein, ce que je veux dire, mais quand vous avez un Jean Gabin, que vous avez un Lino Ventura, peut-être par exemple, je sais pas si vous voyez peut-être qui c'est, j'espère. Euh, ça ne peut pas ne pas marcher à l'écran. Même si les gars, ils ont un panel de jeu qui est limité, ils peuvent toujours apprendre, mais avec les têtes qu'ils ont, quand vous pouvez pas prendre quelqu'un qui est trop parfait, en lui faisant passer n'importe quoi, alors que quand vous avez des acteurs avec des têtes pareilles, ça marche. Et Barry Keoghan, pour moi, c'est ça. Alors pour l'instant, il est pas trop retouché, pas trop trafiqué, parce que là, j'ai vu par exemple des photos là, de Richard Madden juste avant, il se ressemble plus trop, le gars, donc c'est un peu dommage. Donc, Barry Keoghan, vous l'avez vu dans Dunkerque, vous l'avez vu dans La mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos qui fait le film, mon film préféré de l'année dernière, qui est Bugonia. Je vous dis rien parce que sinon, voilà, mais qui est Bugonia, point barre. Vous allez voir Yorgos Lanthimos. C'est un grec, hein, évidemment, vous en seriez douté. Euh... Il est dans Tchernobyl. La série, vous avez cassé les couilles et tout le monde dit ah génial, je connaissais pas l'histoire de Tchernobyl, viens on va voir là-bas. Je dis bon. Dans Top Boy, dans Masters of the Air, entre autres. Donc ça, c'est des séries hein, que vous pouvez voir sur, Top Boy sur Netflix et sur Apple TV, Masters of the Air. Très bonne série. Moi, j'ai Apple TV, je regarde très très souvent. Et j'aime beaucoup. C'est pas ma série préférée sur Apple, mais entre autres. C'est vrai que pour moi, c'est une révélation absolue à l'intérieur de The Batman, parce qu'en fait, il file la gerbe, vraiment, il est dégueulasse, et c'est vraiment trop bien en fait, c'est ce que tu demandes à un acteur aussi. Qui a d'autre? Brian Tyree Henry, qui joue Fastos, donc c'est le... Euh, Fastos, c'est celui qui crée les objets, qui donne la technique et la technologie. Lauren Ridolph qui joue Macari, donc qui est le speedster en fait de toute cette équipe, donc qui est muette. Trop bien, charisme de fou aussi, elle est magnifique. Lui pareil, Ma Dong-seong, qui est un des acteurs de Dernier Train pour Busan, je sais pas si c'est l'acteur principal, mais un des 3-4 acteurs principaux, je pense. Attends, je vais cliquer juste pour voir, pour être certain. Bon, il est noté en troisième, donc ça c'est good. Le gangster, le flic et l'assassin, donc ça voilà, donc là c'est un acteur coréen, donc c'est l'assemble cast pour pouvoir se dire regardez on s'ouvre au monde et on vous propose des héros qui sont un brin différent de ce qu'on vous a proposé au préalable, qui sont donc américano-centrés. On va aller chercher autre chose qui a eu du succès après Black Panther. Et du coup, tu te retrouves avec tout ça. Donc il y a Kit Harington, évidemment. Donc c'est assez marrant de voir que Kit Harington, vous connaissez, c'est Jon Snow.
dans Game of Thrones, mais c'est pas que ça, c'est plein d'autres rôles. Mais tu te rends compte que c'est compliqué pour lui la suite du coup de Game of Thrones, enfin l'après Game of Thrones plutôt pas la suite, parce que comme beaucoup de gens quand tu as beaucoup d'acteurs et d'actrices quand ils ont un rôle ultra charismatique qu'ils tiennent pendant des années, c'est très compliqué pour eux de s'en défaire. Il a réussi quelques petites incartades à droite à gauche comme ça et tout, mais malheureusement c'est rarement avec du succès. Et là c'est cruel parce qu'en fait The Eternal c'est un peu le même délire. Il n'y a pas le succès escompté à tout ça, et c'est dommage. Là, je suis en train, tu vois, je suis en train de descendre, histoire de voir un peu où il est, dans quoi il est, tout ça et tout. C'est terrible parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans lesquelles il est, et ouais, c'est terrible. C'est terrible. Après, voilà, c'est vrai qu'il a des addictions, tout ça et tout, donc c'est complexe. David Kai qui joue Arishem, donc le Céleste en fait, le Céleste quoi. Et voilà, donc on va pas continuer ça super longtemps. Et évidemment, en scène post-gen, il y a, donc là je le lis et je me dis, mais putain, et dommage parce que du coup, ça sera pas, normalement, ça sera pas lui. Donc il y a Mahershala Ali, donc qui est, c'est quoi, c'est dans Green Book, je crois que c'est l'acteur principal dans Green Book. Attends, je vais regarder. Green Book, voilà, sur les routes du Sud, si vous avez pas vu, arrêtez tout ce que vous faites, allez voir ça, c'est une pépite. Et puis il a une voix qui est reconnaissable entre mille, mais il a un charisme pareil, ce mec, mais putain, mais incroyable. Donc si vous voyez pas qui c'est l'acteur principal du coup qui devait jouer Blade. J'ai l'impression que c'est compliqué parce que Blade apparemment n'est plus à l'ordre du jour. Et la scène post-gen, donc vous avez vu là, c'est ouf, je commence par la fin pour vous parler de ce film-là. Cette scène post-gen, c'est dommage qu'il n'y ait pas la continuité, la suite là, immédiate reste de tout ça, parce qu'en fait, voir Kit Harington avec une épée dans autre chose d'intéressant, en tout cas, que Game of Thrones, en vrai, l'idée elle fait bander. L'idée elle fait bander de fou. Mais il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a pas de suite, apparemment, pour Les Éternels 2. Pas l'impression, en tout cas. Il n'y a rien qui est annoncé. Hein. Contrairement, du coup, à Black Panther 3, où il y a une suite donc, qui est prévue en 2028. On va voir justement comment ils arrivent à peaufiner à tout ça pour faire avancer le temps, du coup, parce qu'il va falloir faire avancer le temps. Donc, il y a une suite qui est prévue, mais ça, ouais, pas de suite prévue, hein, apparemment. Il disait une suite prévue, mais pas de suite prévue. C'est triste. C'est triste parce que je vais être très très honnête avec vous. Je trouve que c'est le film le plus beau esthétiquement du MCU. Il a quelque chose. Alors pourtant j'ai adoré Doctor Strange, les deux, surtout le premier. Visuellement, je trouvais que ça marquait bien le perso. Et, euh, et là en fait c'est terrible. C'est terrible parce que Chloé Zhao, donc qui est donc la réalisatrice du film, donc qui est une chinoise qui vit aux États-Unis, bon bref, qui est une actrice, une réalisatrice, pardon, euh, qui s'était pris un Oscar pour Nomadland. Ouais, je crois que c'est ça. Ah ouais, c'est ça avec Frances McDormand. Ok. Et ouais, je pense que c'est ça. Je vois pas la récompense. Oscar. Meilleur film, meilleure réalisation. Bon, après, qu'on s'entende, tout ça c'est proposé par ABC. ABC c'est Disney. De là à dire qu'il y avait collusion, il n'y a qu'un pas. J'ai pas dit ça à Disney, hein, mais on sait jamais. Et c'était peut-être pour faire venir réalisatrice oscarisée, machin et tout, dans notre giron. Bref, c'est le 26e film de l'univers MCU. Le troisième de la phase 4.
Là, tous les persos sont proposés par Jack Kirby. J'aime bien le film en fait. J'aime bien le gigantisme qu'il y a dans ce putain de film parce que euh, j'ai l'impression que c'est ce qui manque au MCU de manière globale. On manque de gigantisme. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont particulières quand même dans tout ce putain d'univers. Et tout est toujours à échelle humaine et là en fait. Quand t'as donc l'Éternel qui vient la chercher à la fin, donc qui vient chercher Cersei à la fin, t'as l'impression que la Terre s'arrête quoi en fait. Et il est là, il parle, tout le monde tombe dans les vapes et tout le monde, sauf Kit Harington et elle. Et c'est ouf parce que donc et Gemma Chan en fait, et c'est ouf parce qu'en fait il doit lui dire quelque chose. Ma famille est particulière, machin et tout. Et donc, si tu connais le perso, tu sais de quoi il s'agit. Si tu connais pas, no spoil. Et en fait, c'est grave cool. C'est grave cool parce que. Bon, là, c'est pas grave cool parce qu'en fait, tu te retrouves emmerdé parce que, t'aimerais bien savoir. Euh, mais c'est dommage parce que. Donc, c'est dommage, du coup, de l'autre côté. Parce qu'en fait, donc, on apprend donc, que tous ces personnages-là sont des robots qui n'agissent pas comme des robots. Et ils ont des motivations qui sont basiques, basico-basiques, hein, vraiment, c'est hyper simple. Mais traversant le temps, on nous les fait passer pour. J'ai l'impression qu'ils sont servis. Alors là, je vais pas balancer ma science parce que je ne sais pas, je les connais pas du tout les personnages des Éternels en dehors du film du coup. Euh, on nous fait passer ces personnages comme un peu les théories des anciens astronautes en fait. Vous savez où en fait il y aurait des gens qui auraient visité la planète Terre, des gens, des entités extraterrestres qui auraient visité la planète Terre pour pouvoir euh, nous aider technologiquement ou nous aider à telle et telle chose dans des endroits où c'était pas possible. Ou apparemment, en tout cas, selon nos connaissances, ce n'est pas possible, tout ça et tout. Tu dis putain, c'est risqué comme call de prendre ce genre de truc dans une époque comme la nôtre, une époque qui est pleine de questionnements, une époque aussi où il y a un repli identitaire et religieux fort. De prendre ce genre de risque-là, c'est culotté. Je sais pas si c'est ce qui fait que le film ne marche pas au box-office, parce qu'il fait, ouais, je vois, c'est dur, hein, 400 millions. Je pense qu'un film comme ça doit avoir un budget de 200, 250, je pense. Donc, hors promotion, t'as fait ça même pas pour 50 millions de bénéfices. C'est compliqué, hein. Tu restes 13 semaines au cinéma. Ouais, putain, c'est dur, quoi. Mais dans une période un peu particulière aussi, la période où il fallait relancer le cinéma, tout ça et tout. Peut-être que s'il sortait maintenant, les gens iraient un peu plus avec plaisir. Je pense. Et du coup, je voulais parler de ça parce qu'en fait, je trouve, j'ai l'impression que dans Les Éternels, on passe à côté de quelque chose de très fort. C'est toute cette fin-là, donc qui est tout le film tourne autour de cette partie-là, en fait, de l'avancée de tout ça, de ce build-up, en fait, tout ce qui est construit pour amener à ça, de, euh, de la... Merde, comment ça s'appelle ces trucs? De l'éternel qui doit sortir de la Terre. Donc la Terre, en fait, elle est là pour ensemencer, enfin pour être un réceptacle à humains qui vont créer de l'énergie. Et toute cette énergie, elle est accumulée par le noyau de cette planète, donc en l'occurrence la nôtre. Et que tu te retrouves avec... mais merde, comment ça s'appelle? Pas un éternel, un céleste, voilà, pardon. Avec un céleste qui va sortir de la planète. Et la fin, je trouve que c'est... T'en prends plein la gueule, et du coup, ça pose des questions sur mais comment ça se fait que ça n'a pas d'impact sur tous les autres films qui viennent après, quoi. Et ça, c'est un problème pour la cohérence du MCU, où en fait, tu dis, bon, tu sais, c'est comme quand il se passe un truc à New York, tu dis, mais attends, mais ça marche pas, votre histoire, là. Tout ça, ça passe à New York, mais tous les putains de super-héros, enfin, tous, la majorité, ils sont tous à New York, mais tu faisais quoi pendant que un tel faisait ci, un tel faisait là, t'étais où, quoi? Ah, je peux pas, j'avais aquaponé, machin, tu dis, non, mais ça marche pas, tu vois. Donc il faut trouver des subterfuges à tout ça.
Donc là, les superfuges qu'ils trouvent, c'est que ben, les autres super-héros ils sont occupés à d'autres choses. En revanche, et c'est là où il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans Brave New World, je pense que c'est le seul point qui me plaît, il y a 2 points qui me plaisent, c'est qu'il y a Sebastian Stan à l'intérieur, donc qui incarne le soldat d'hiver comme personne, et il y a le Céleste qui est encore là, donc parce qu'en fait, ben, du coup, il est là, et le sujet, c'est on va aller à la conquête de tout ça, donc les États-Unis vont aller à la conquête de ce Céleste-là qui vient de sortir, enfin qui est sorti, dans les eaux internationales, mais tu comprends que c'est des eaux asiatiques, hein, japonaises, parce qu'apparemment maintenant il faut s'en faire des ennemis aussi, parce qu'il faut aller draguer le marché chinois, donc forcément il faut fracasser du japonais, hein, c'est comme ça que ça se passe, hein, ça fait quelques années que c'est comme ça dans les films asiatiques, dans les films américains, vous pouvez le voir. Et donc tu te retrouves à avoir le Céleste qui est sorti, qui t'introduit immédiatement les X-Men. Parce que le Céleste qui est présent, il est gavé d'adamantium. Et en fait, ça, donc, on t'en parle jamais au préalable dans le film Les Eternals, dans tous les autres films qui suivent. Il n'y a pas d'intrigue géopolitique à l'intérieur de ça, et c'est vrai que majoritairement les intrigues politiques et ou géopolitiques, elles ont été abordées par les films de super-héros plus traditionnels, on va dire, donc dans Captain America, entre autres, pas que dans Captain America, mais entre autres dans Captain America. Et donc, c'est super intéressant que ça revienne là pour ça, parce qu'en fait, tu te dis, sans que vous le prononciez, on comprend que s'il y a l'adamantium, il y a Wolverine bientôt. Dans 10 ans ou dans 20 ans, peu importe, hein, ça peut être le prochain film qui sort demain matin, ça peut être un film qui sort dans 15 ans, mais au moins vous avez la carte La carte, elle est là, elle est posée sur la table, vous nous dites, les gars, n'oubliez pas, on vous l'a dit dans Brave New World, le géant qui est sorti du fin fond des océans et qui était en train de commencer à péter la planète, il est gavé d'adamantium. Incroyable. Incroyable, parce qu'en fait, ça va permettre de rentrer d'être mis en exergue avec le vibranium, et donc du coup, ben voilà, ça amène à tout ce que vous connaissez, qui a comme confrontation entre vibranium et adamantium, et surtout, ça nous permet d'introduire, bien avant beaucoup d'autres choses, les X-Men, et je trouve que ça, c'est pas mal amené, mais du coup, c'est vrai que ce film, je pense que c'est ça qui a déplu à la majorité des gens, c'est que ce film, en fait, des Eternals, comme beaucoup de films du MCU d'ailleurs, c'est cruel ce que je veux dire. Moi, vous voyez, c'est antinomique à ce que je vous dis. Je vous dis, le film m'a beaucoup plu. Et en même temps, tu te dis, c'est un film qui sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, s'il est pas là, c'est pas si grave. On peut trouver une autre solution pour avoir de l'adamantium. On peut le trouver différemment. Des nouvelles techniques de recherche, des nouvelles techniques de sondage. C'est pas un problème en fait. C'est pas du tout un problème. Et pour ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que du coup, le film, il avance. Et tu te fais 7000 ans, 5000 ans, 6000 ans ou 7000 ans d'histoire de l'humanité. Tout ça pourquoi c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Alors que, c'est ce que je vous dis souvent quand je regarde un film, ce qui me chope souvent dans les films, c'est les qualités esthétiques. Je vous l'ai dit pour le dernier film de Coppola, Megalopolis. J'ai pas aimé, hein. Mais en fait, je l'ai vu 3 ou 4 fois. Je crois que je l'ai vu une 4e fois. Il y a pas très longtemps. Et tu vas me dire, putain, mais Seb, c'est 3 heures de putain de film que t'as pas aimé. Pourquoi tu le revois? Parce qu'en fait, esthétiquement parlant, c'est à se damner, c'est trop beau. Moi, je trouve que le film est trop trop beau. C'est léché au possible. Les dialogues sont déclamés, c'est pas du simple dialogue basico-basique. C'est... Je sais pas, ça marche en fait. Mais c'est terrible, ça marche alors que le film il marche pas. Et là, pour les Éternels, il y a beaucoup de choses qui marchent pas. Je pense qu'il y a même plus de choses qui marchent pas que de choses qui marchent. Mais en fait, c'est tellement beau quand tu regardes le film, en fait. C'est tellement. Ouais, c'est tellement esthétique.
que moi, je suis là et je me pâme un peu devant ça. Je suis là, je me dis, ah ouais, je suis séduit par ce que je vois. Et les acteurs, en plus, c'est-à-dire que même ceux qui ont des traits particuliers, donc qui ressemblent peut-être pas forcément à ceux auxquels moi, je peux m'identifier, je parle pas des blancs, c'est pas ça, mais je parle des gens qui sont moins esthétiquement beaux, bah, en fait, ils sont quand même bien mis en avant, tu vois. Et c'est l'acteur coréen surtout que j'ai en tête. Euh, il est loin d'être parfait, il est loin d'être dans les canons esthétiques où tu dis putain c'est le canon, tu sais le modèle machin et tout. Et pourtant, tu regardes et il est quand même mis en avant, il est quand même mis en valeur, même si voilà, tu comprends que c'est celui qui est le, le merde comment c'est, enfin le pitre un peu de cette team là. Mais je sais pas, ça fonctionne. Je sais que c'est pas vendeur ce que je suis en train de vous dire du tout. Euh, Tu te demandes aussi comment ça se fait que pendant qu'il y avait Thanos, tout ça et tout, ils nous ont pas aidés, puis ils te trouvent des. Ils te disent pourquoi, tu vois. Tu dis, ouais, mais vraiment, les gars, quoi, ça marche pas votre truc là, parce que. Il y a plein d'autres moments où vous êtes intervenus, vous auriez peut-être pas dû, tu vois. Eux, ils sont là pour casser la gueule aux déviants. Quand il y a Thanos, si c'est pas un putain de déviant, mais qu'est-ce que c'est, quoi, en fait. Il y a un film, je sais plus lequel c'est, là, que j'ai vu du MCU, où on te dit bah ouais mais alors s'il a fait disparaître la moitié de la population dans tout l'univers, mais à ce compte-là pourquoi il a pas augmenté les ressources par deux? Ça marchait aussi. C'est Ça marchait entre guillemets, tu vois. Tu dis putain, c'est des questions comme ça qui sont un peu cons et en même temps qui marchent aussi. Et c'est vrai que je pense que ce film, il arrive au mauvais moment dans le déroulement de la ligne de temps, donc de la timeline en fait, de, du MCU. Il arrive après Shang-Chi. Vraiment, Shang-Chi, c'est une pépite, vraiment, c'est une pépite de fou. Shang-Chi qu'on voit hein, dans le trailer ou dans la bande-annonce, je sais plus, ou dans les deux peut-être, pour Doomsday. J'espère qu'ils lui donneront un rôle intéressant, ça me plairait bien de le voir à l'écran, ce mec-là, je trouve il a quelque chose. Et du coup, c'est vrai que dans cette scène là, tu as dans cette scène-là, pardon, dans ce film-là, tu as ce côté où tout est fait pour brosser dans le sens du poil, donc la bien-pensance, le casting multiethnique. Bon, on n'oublie pas quand même de mettre Angelina Jolie à l'intérieur, hein, qui est vraiment, enfin, à se damner quoi. Putain, mais elle est magnifique, même dans ce film-là, pareil, elle est sublime, vraiment, enfin, c'est ouf. Euh, Et en fait, tout ce que tu vois dans ce film, moi c'est ça qui m'a, je pense que c'est ce qui me gêne le plus et c'est ce qui fait que je me dis j'aime le film pour sa qualité esthétique, mais le problème c'est que les problèmes intrinsèques de l'histoire font que tu peux pas ne pas te poser de questions. Tu dis mais à quel moment il y a les Célestes, ils sont là et en fait ils interviennent jamais, ils sont pas là pour ça, j'ai compris, ils sont là pour créer les planètes, les univers, les planètes, etc., etc. Mais euh, je sais pas, c'est trop, pour moi c'est trop de dilemme quoi en fait, tu vois de se poser comme ça quoi. Et tu vois c'est ce que je suis en train de lire là. Donc je suis sur le wiki, hein, je suis sur Wikipédia comme d'habitude. Ah il s'appelle ça la scène intergénérique. Euh, donc à bord du vaisseau, donc le vaisseau donc toute la bande rectangulaire là que vous voyez là qui est magnifique. Donc le Domo. Il y a Tena, Makari et Druig qui reçoivent la visite inopinée de Pip le troll et de son propriétaire, Eros, le frère de Thanos. Donc là, t'es là, tu te dis, ok. Et Eros, il affirme qu'il sait où se trouve
Cersei, Phastos et Kingo. Et tu te dis, ok, mais pourquoi tu viens? Est-ce que t'es pas assez... Peut-être parce que t'es pas assez puissant pour y aller en solo? Ça, vous voyez, c'est des questions comme ça. Et je comprends qu'on fasse passer ça pour une scène intergène, enfin post-gène, peu importe, s'en bat les couilles. Euh, mais est-ce que ça sert vraiment l'intérêt de l'histoire que vous souhaitez raconter par la suite? Et comme en plus, là, ça fait quand même 5 ans qu'on a eu le film, il n'y a pas de retour de tout ça, il n'y a pas de suite prévue. Apparemment, en tout cas, on ne sait pas, parce qu'en plus, bon là, techniquement, on est censé savoir, même si nous, ça ne nous concerne pas directement, mais les actionnaires de chez Disney, ils ont envie de savoir. Alors je vous dis pas qu'ils ont envie de savoir exactement ce qui va se passer, est-ce que les Éternels vont revenir, c'était tellement un succès, on a vu tout à l'heure que c'était pas un succès, donc du coup, ça doit jouer, mais à la direction de chez Disney, pour les investisseurs, donc pour les gens qui ont des actions et qui ont un pouvoir de vote en assemblée, ça c'est le genre de truc qui compte en fait. Comme il n'y a rien qui est annoncé, vous voyez, Black Panther, on vous l'a annoncé, donc vous savez exactement la date, donc c'est mi-décembre 2028, vous avez Black Panther 3 qui sort au cinéma. Vous voyez, donc ça au moins c'est clair et net. Pareil pour Avengers Doomsday qui sort cette année. L'année prochaine c'est Secret Wars, ça sort l'année prochaine, c'est clair et net. Vous le savez. Et en fait, vous le savez parce que c'est important pour les investisseurs d'être rassurés au niveau de mon action Disney, elle vaut tant, elle va continuer à progresser et elle va aller chercher tel ou tel prix. Ça, c'est important à prendre en compte. Et là, du coup, dans tout le planning de ce qui est annoncé, pas d'Eternals. Et donc, du coup, c'est dommage parce que, comme on voit jamais. Je crois que Gemma Chan, on la voit. Je crois que Gemma Chan, on la voit à l'intérieur. Attends, je vais cliquer juste pour voir dans Captain Marvel. Mais putain, mais. Mais elle a pas le même rôle en fait. Semblait. Bon. Ouais, ça c'est un problème aussi. Pareil pour Mahershala Ali aussi, dont on parlait tout à l'heure, qui joue Blade. Mahershala Ali, euh, il est dans la série Luke Cage, qui fait partie intégrante du MCU. Luke Cage, il joue Cornel Stokes, donc Cottonmouth, dans la saison 1. Je crois qu'il n'y en a qu'une de toute façon. Putain, c'est vrai qu'il est dans la saison 3 de True Detective aussi. Mais du coup, tu vois, ça c'est un problème aussi. Et bon, bref. Donc, t'es là, tu vois, ouais, t'avances comme ça, et ça c'est problématique. Et en fait, tu te dis finalement, tout ça, tous les films qui passent après aussi, hein, donc Spider-Man No Way Home, on n'entend pas parler de tout ça. Tu te dis, vas-y, je vais juste voir qu'est-ce qu'il y a comme film après. Ok, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Attends, je me suis trompé. Donc, Shang-Chi, ok. Ensuite, donc, voilà, c'est les Eternals. Donc, les Eternals, No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que j'ai revu aussi. Thor Love and Thunder, quel daube. Black Panther Wakanda Forever, on vient d'en parler. Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Vous avez vraiment fait ça avec Quantumania, quoi. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, quelle merde aussi. The Marvels, j'ai adoré The Marvels. Deadpool et Wolverine, de la merde. Ok, donc en fait, vous voyez, il y en a des films qui se passent après. Il y en a plein des films qui se passent après. Thunderbolt, les 4 Fantastiques premiers pas, bon ça c'est autre chose parce que ça se passe dans un autre univers. Spider-Man Brand New Day, ok. Il y en a plein des films qui se passent après, il y en a qu'un seul qui va en parler, et donc le seul film qui parle de ça, de ce que ça a comme répercussion internationale, et ben c'est Captain America Brave New World, qui est pas le meilleur des films malheureusement, mais de l'autre côté en fait, tout ce qui se passe dans les Eternals, vous en faites rien quoi. Vous en faites rien de concret, vous en faites rien qui donne envie d'aller se dire tiens on va se plonger dans ce film là, dans The Eternals, pour pouvoir voir
qu'est-ce qui se passe, pourquoi on devrait le voir, est-ce que c'est intéressant de voir ce film? Pas du tout. Pas du tout. C'est... C'est terrible parce qu'en fait, ça semble être ni fait, ni à faire. Et s'ils n'arrivent pas à un moyen de les réintégrer, ces persos, les... au moins les persos qui sont restés sur Terre. Les autres, on a compris, se sont fait casser le cul par le Céleste. Dommage du coup. Parce que pour moi, le meilleur élément du casting, c'est quand même Gemma Chan et elle se fait dégager, donc c'est un peu con. Euh, c'est un one-shot où vous développez pas les trilogies comme vous le faites sur tous les autres univers. Et en fait, c'est frustrant de fou parce que tu regardes le film, tu te dis, ok, je vois la patte de Chloé Zhao. Alors, je dis Zhao, hein, c'est peut-être Chao ou un truc comme ça, vous m'en tiendrez par rigueur. Hein, c'est marqué Z-H-A-O. Pour moi, c'est Zhao. Euh, et en fait, ça sert à rien. Vous avez un cast de baiser, vous avez un cast international de fou. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des actrices qui sont pétées de l'espace, vous avez des acteurs qui sont présents et qui répondent à l'appel. Et en fait, vous utilisez pas ce qu'il faut, quoi, en fait. En compte, ce film, il fait moins que que Ant-Man, alors que Ant-Man, vraiment, c'est pas bon du tout, tu vois. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Euh, je vais regarder le classement des films pour le MCU, pour voir un peu lesquels sont en bas. Ah ouais, putain, ils mettent tout, quoi. Ouais, ils mettent vraiment tout, quoi. Parce qu'ils mettent même Howard the Duck de 86. Donc, mondial. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mélangées, on s'en tient pas rigueur non plus, parce que il y a... évidemment, il y a Spider-Man 3 à l'intérieur, il y a Venom, etc., etc., donc vous comprenez ce qu'il y a. Donc il y a les X-Men, donc Days of Future Past, entre autres. The Amazing Spider-Man aussi, Across the Spider-Verse. Et en fait, ce film-là, Les Eternals, il est en 51e place, mais bon, en prenant en compte tous les autres films, qu'est-ce qu'il y a après? Putain, Thunderbolt, il fait moins que... il fait moins que les Eternals. Vraiment, c'est honteux. Et Black Widow aussi, quoi. Putain, ça, vraiment, ça casse les couilles. Tous les autres films qui y a en dessous. Oh, putain, The Marvels aussi. Ouah, The Marvels. Ouah, c'est dur, quoi. Madame Web. Putain, quelle chiasse, quoi. Ouais, ah, c'est compliqué, quoi. Ça doit certainement et très probablement être ça. Pour The Marvels, c'est autre chose, bien entendu. Et c'est dommage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, je suis très dubitatif sur mon envie. C'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos aussi, parce qu'en fait, ça me permet de confronter mon avis avec ce que je vois et ce que je me souviens des films. Et souvent, je suis rarement en désaccord avec moi-même sur le fait de savoir pourquoi un film m'a plu ou pas. Là, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, parce que c'est vrai que c'est une saga cinématographique, c'est compliqué de parler d'un film sans avoir vu les précédents, les précédents et les suivants en l'occurrence. Là, en ayant tout vu, parce que c'est vrai que là, j'ai vu la liste, donc il y a de films là-dedans, là. Il note 80 films, donc en prenant en compte, putain, Punisher, Zone de guerre, donc de 2008. Donc vraiment, vous voyez, ils prennent vraiment tout en compte. Euh, tout ce que je vois là dans la liste, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Et en fait, je me suis même infligé les nouveaux mutants, quoi. Et Madame Web et compagnie aussi. Et c'est vrai que j'ai tout vu. Et en fait, je me dis, j'aime le film. Et en fait, c'est vrai que les raisons ne sont qu'esthétiques. Parce que, esthétique, et donc même pour les acteurs, ce sont des raisons esthétiques. Parce que, en fait, tout me plaît dans le film, mais le scénario, ça
ça mène nulle part en fait. C'est prendre cette théorie, donc ce que je vous disais, des anciens astronautes, pour pouvoir arriver à un endroit où tu espères aller, nous introduire les gens qui ne connaissent pas ça, introduire les célestes, mais à quelle fin? Ça fait 5 ans, pardon, on les a toujours pas revus, ces putains de célestes. On a revu une seule fois dans un seul film, au bout de 5 ans, donc dans le Brave New World, donc dans le Captain America 4, du coup, donc qui est Brave New World, pour nous expliquer que là, il y avait de l'adamantium à aller chercher. Très heureux qu'il y a de l'adamantium. Mais compliqué, quoi. C'est compliqué. On revient bientôt pour parler d'autre chose. Il va falloir que je regarde Iron Heart. Donc peut-être que c'est ce soir que je vais me faire ça. On va voir, j'espère. Peut-être ce soir, ça serait sympa. Et puis sinon, je regarderai bientôt et je reviens vers vous très vite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, parce que c'était une vidéo qui était un peu longue. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.